Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'obligation alimentaire et la distinguer de l'obligation d'entretien et de l'action aux fins de subside. Dans un premier temps, interrogeons-nous sur ce qu'est l'obligation d'entretien. Celle-ci concerne les parents envers leurs enfants. En effet, on peut citer un adage connu, qui fait l'enfant doit le nourrir. L'article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. L'obligation d'entretien n'est donc pas dépendante de la titularité ou de l'exercice de l'autorité parentale, mais du lien de filiation établi. De même, la majorité n'est pas un ticket magique permettant aux parents de cesser de subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est là une autre différence avec l'autorité parentale qui, elle, cesse à la majorité de l'enfant, qui à ses 18 ans devient pleinement capable. De plus, l'obligation d'entretien est décrite par cet article comme le fait de contribuer à l'entretien, mais également à l'éducation et aux besoins de l'enfant. Il n'est donc pas uniquement question de le nourrir. Quand les parents sont toujours ensemble, cette obligation d'entretien n'a pas de difficulté à s'exécuter. Mais qu'en est-il quand les parents de l'enfant sont divorcés ou séparés, ou que l'enfant ne vit plus sous leur toit ? L'article 373-2-2 réglemente la question et nous dit que, en cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Pour ces modalités, l'article continue ainsi. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par, premièrement, une décision judiciaire, deuxièmement, une convention homologuée par le juge, troisièmement, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, quatrièmement, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, cinquièmement, une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire, sixièmement, une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative. Comme vous pouvez le voir, les modalités peuvent être établies de très diverses façons. Ainsi, l'article 373-2-5 nous dit que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Donc si vous êtes nouvellement majeur, que vous habitez chez votre mère qui n'arrive pas à subvenir à vos besoins, une pension peut être versée par votre père même si vous êtes majeur. Intéressons-nous maintenant à l'action aux fins de subside. Celle-ci pourra avoir lieu quand un lien de filiation n'a pas été établi et afin d'obtenir l'allocation de ressources financières au profit de l'enfant. Vous avez bien entendu. L'article 342 du Code civil la définit ainsi. Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer dans les 10 années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. On rappelle que les empêchements à mariage de ces articles sont principalement les interdictions à mariage entre membres d'une même famille. Donc, on ne cherche pas à établir un lien de filiation.
seulement à réclamer l'exécution de l'obligation d'entretien par le père supposé. La mère exerce l'action en représentation de son enfant pendant sa minorité, puisque l'enfant n'est pas capable. L'enfant devenu majeur peut également l'exercer lui-même dans les 10 années pendant sa majorité, suivant sa majorité, donc jusqu'à l'âge de 28 ans. L'enfant n'aura pas à prouver avec certitude la paternité du père supposé. Il aura juste à apporter la preuve par tout moyen que celui-ci a entretenu des relations sexuelles avec la mère pendant la période de conception. L'article 342-4 du Code civil offre cependant une défense au père supposé. Il nous dit que le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tout moyen qu'il ne peut être le père de l'enfant. Cette preuve pourra par exemple être un test ADN ou prouver qu'il est stérile, etc. La majorité de l'enfant ne fait pas obstacle, comme pour l'obligation d'entretien, à l'exécution de l'action aux fins de subside, puisque l'article 342-2 du Code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute. La faute de l'enfant écarte ici l'exécution de l'obligation. Pour finir, intéressons-nous maintenant à l'obligation alimentaire elle-même. Il s'agit là d'une obligation réciproque entre ascendant et descendant. Donc là où l'obligation d'entretien pèse sur les parents en faveur de leur enfant, dans le cas de l'obligation alimentaire, celle-ci pourra peser sur l'enfant en faveur de son père ou de sa mère entre autres. Ce sont des aliments qui sont réclamés dans le sens juridique du terme. En premier lieu, l'article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, donc les grands-parents aussi. L'article suivant, le 206, complète ainsi. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère. Mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Il y a donc deux conditions. Si l'époux est décédé mais qu'il reste des enfants issus de cette union, l'obligation alimentaire est maintenue. Si l'époux est décédé et qu'il n'y a pas d'enfants de cette union ou que les enfants sont également décédés, l'obligation alimentaire n'est plus maintenue. Concrètement, vous pourriez avoir à exécuter une obligation alimentaire envers votre grand-mère ou votre arrière-grand-père, mais également envers votre belle-mère. Et ce, même si votre époux, lui-même, n'exécute pas d'obligation alimentaire envers sa propre mère, votre belle-mère. En effet, il n'y a pas de hiérarchie dans la demande. Vous n'êtes pas, en tant que belle-mère, obligé de vous adresser en premier lieu à votre fils. Vous pouvez vous adresser directement à votre belle-fille. Il y a bien sûr des conditions, puisqu'afin de réclamer des aliments, il faut être bien sûr dans le besoin et que la personne ciblée par la demande ait des ressources lui permettant de répondre à ses besoins. Là-dessus, l'article 208 du Code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut même d'office et selon les circonstances de l'espèce assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur. L'idée, c'est pas de vous mettre à vous dans une misère pas possible afin de venir en aide à l'autre personne envers qui vous avez une obligation alimentaire. Donc on regarde proportionnellement le besoin de la personne qui réclame et votre fortune. Si vous ne pouvez pas répondre à cette obligation alimentaire parce que vous êtes encore plus pauvre, on va pas vous obliger. Mais par contre, si c'est faisable, c'est faisable. L'article 207 pose certaines limites. Celui-ci nous dit que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge, ce qui paraît quand même un petit peu logique.
L'article 209, quant à lui, nous indique un cas dans lequel l'obligation alimentaire peut cesser. Ainsi, je cite, « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. » Disons que vous donnez des aliments à votre belle-mère, celle-ci gagne au loto, ça paraît logique que du coup, enfin grosse somme au loto, pas 40 €, ça paraît logique que du coup vous ne soyez plus obligé de lui fournir des aliments. Un aménagement de cette obligation alimentaire assez particulier existe et on le retrouve à l'article 210, lisons-le ensemble. Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. Il faudra l'héberger du coup. Les parents peuvent également proposer de même de recevoir l'enfant chez eux, c'est ce que nous dit l'article 211 et je cite « Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère, qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure. L'enfant à qui il devra des aliments devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. » Pour finir, l'obligation alimentaire ne se transmet pas à cause de mort. Les héritiers du défunt, bénéficiaires de l'obligation alimentaire, ne pourront pas en hériter. Ce qui veut dire que l'obligation alimentaire s'arrêtera. Cette créance est également insaisissable par les créanciers du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.